Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série Sciences et Nutrition. Aujourd'hui, nous parlons avec Amine de l'huile de courge. Alors, juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la page YouTube Nutrilogix et parce que ça nous fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Bonjour Amine. Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Alors, l'huile de courge, quelle est sa composition? Alors l'huile de courge contient déjà, puisque c'est une huile, donc ça contient des acides gras. Mhm. Et parmi ces acides gras, on trouve donc des oméga 6, de l'acide linoléique. Donc on a autour de 40% ou un peu plus d'oméga 6. On trouve aussi de l'acide oléique, donc le fameux oméga 9 qu'on trouve dans l'huile d'olive là. On en trouve autour de 20-30% à peu près. On a aussi quelques acides gras saturés, mais on est autour de 10% à peu près en général en termes d'acides gras. Mhm. C'est surtout de l'acide stéarique. Euh, donc, et puis, l'acide stéarique qui est très important comme acide gras saturé, même s'il est saturé, on a toujours cette idée des acides gras saturés qui sont mauvais pour la santé, tout ça. Bon, ce qui est complètement faux. C'est vrai pour certains quand c'est en excès, mais l'acide stéarique est extrêmement important au niveau cellulaire, au niveau de la transcription de l'ADN, etc. Donc, et puis, on a aussi donc ce qu'on appelle les phytostérols. Les phytostérols sont voilà, retrouvés dans beaucoup d'huiles. Et là, on en trouve quand même des quantités assez importantes, hein. On trouve autour de 250 à 300 milligrammes de phytostérol par 100 grammes d'huile de courge. On a toute la gamme de phytostérol connue, le bêta-cytostérol, etc. Et donc, ils sont très importants pour plusieurs choses, entre autres la santé de la prostate, Mhm. l'hypercholestérolémie, etc. Donc, c'est des composants qui sont très, très utiles et qui font en fait l'intérêt, une bonne partie de l'intérêt de l'huile de courge. Sinon, on trouve des polyphénols de type lignan, les Mhm. lignans, ce qu'on dit aussi les lignanes, qui sont une catégorie de polyphénols qui ont des effets œstromodulateurs. Euh, et puis, on trouve aussi des composants antimicrobiens et qui ont été étudiés aussi dans voilà, dans certaines expériences comme étant des composants anticancérogènes. Et puis, on trouve aussi des antioxydants, vitamine E, on trouve certains oligoéléments comme le zinc, le sélénium et autres, le magnésium par exemple, comme des nutriments. Et donc, le spectre ici de, d'antioxydants est très important, notamment par rapport à la vitamine E, puisque ce qu'on trouve dedans, c'est une variété de formes de vitamine E. C'est pas Mhm. juste la fameuse alpha-tocopherol, même si voilà, c'est toujours la forme de vitamine E majoritaire qu'on trouve, mais on a aussi les autres tocophérols, Mhm. bêta, gamma, θ, etc. Et on a aussi les quatre autres formes de vitamine E qui sont les tocotriénols. Aussi quatre formes de tocotriénol, alpha, bêta, etc. Donc là, on en trouve dans l'huile de courge en grande quantité. Mhm. Et quelles sont les voies métaboliques préférentielles? Oui, donc par rapport à cette Mhm. composition, on va avoir un effet déjà sur le métabolisme lipidique. Le métabolisme lipidique, ici, surtout le cholestérol, un peu moins les triglycérides, mais on a un effet là-dessus aussi. Mais Mhm. on a une bonne régulation, un bon équilibre du fonctionnement hépatique du foie, et donc de production de cholestérol. On a aussi, par rapport à cette cible-là du cholestérol, on a un effet également au niveau intestinal. C'est pas juste la régulation hépatique, mais on a aussi un effet intestinal où on va avoir une diminution de l'absorption du cholestérol exogène, puisque dans les aliments, certains aliments, on trouve le cholestérol, et ces fameux phytostérols vont diminuer l'absorption du cholestérol dans l'intestin, le cholestérol exogène. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cet effet-là. Alors c'est pas un effet exclusif à l'huile de courge, hein. Il y a plusieurs autres huiles qui font la même chose aussi, notamment l'huile de tournesol, l'huile de lin, tout ça. Bon, ça fait la même chose, c'est riche aussi en phytostérol.
Et pareil, donc on a aussi un effet anti-inflammatoire par rapport à ces mêmes phytostérols, un effet anti-inflammatoire majeur, notamment un des phytostérols, le bêta-cytostérol, qui est le plus connu, le plus étudié, on va dire, parmi les phytostérols, un effet intéressant dans la diminution de l'inflammation et spécifiquement au niveau des cellules prostatiques. Donc très intéressant comme effet. Et sinon, on a aussi un effet sur l'immunité, un effet immunomodulateur intéressant. Donc, un ensemble de composants qu'on trouve notamment donc dans l'huile de courge, notamment la vitamine E, les acides gras, et Mhm. l'acide oléique, par exemple, et puis le zinc, etc. Ceux-là, on va les avoir dans les cellules du système immunitaire et ça permet une bonne fonction Mhm. de la réponse immunitaire. Ça stimule la réponse immunitaire en cas d'infection, par exemple, ou ce qui pourrait aussi expliquer l'effet anticancérogène, voilà, de certains composants qu'on trouve Mhm. dans l'huile de courge aussi, ou l'effet anti-inflammatoire également, qui vient à la fois de la vitamine E et aussi des lignans, le groupe de polyphénol Mhm. là, dont je disais qu'il est Ouais. œstromodulateur. Euh, voilà, donc c'est un peu les différentes cibles métaboliques intéressantes par rapport à l'huile de courge. Voilà, bah, tu parles de son côté austro-modulateur et j'en viens à ma prochaine question. Quels sont les types d'applications pour l'utilisation de cette huile? Bon, l'huile de courge est très connue, l'huile et les graines. Mhm. Parce que l'huile, c'est l'huile des graines de courge en Ouais. réalité, hein. Et les graines aussi consommées directement en tant que graines ou en poudre. Ceux-là sont très connus, comme tu le sais, dans la gestion des problèmes masculins autour de la Mhm. prostate. Et notamment, c'est ce que je disais juste avant, donc par rapport à la diminution d'inflammation au niveau des cellules prostatiques, par le biais entre autres, des phytostérols, euh, le bêta-cystérol. Et là, c'est par exemple l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mhm. Donc, ça, on a des études, hein, on a même des études cliniques là-dessus qui montrent que ça diminue le volume de la prostate, ça fait baisser le PSA. PSA, c'est le marqueur Mhm. qui permet d'estimer Ouais. le dysfonction de la prostate. Ça améliore. Alors là, dans les études cliniques qui ont été utilisées, c'était surtout autour de la fonction urinaire, en fait, chez Mhm. l'homme, puisqu'on sait très bien que quand la prostate gonfle, ça peut bloquer ou créer des problèmes au niveau des voies urinaires. Donc, le fait de diminuer le volume de la prostate, ça permet voilà, de récupérer une D'améliorer. Ouais, fonction ouais. urinaire normale. Mhm. Et puis, ça diminue l'inflammation, comme je disais, c'est un effet anti-inflammatoire majeur au Mhm. niveau de la prostate. Donc, ça peut être intéressant aussi dans les cas de prostatite, bien Mhm. que les preuves expérimentales cliniques sont pas, voilà, sont pas très claires là-dessus, mais comme dans des études in vitro, des études chez l'animal, on trouve que les études ex vivo aussi, on trouve que ça peut avoir un effet anti-inflammatoire majeur. On pourrait imaginer que tout simplement qu'on puisse avoir un effet anti-inflammatoire, et donc dans le cas de Mhm. prostatite, il y a une inflammation plus importante, donc on pourrait imaginer que ça pourrait avoir un effet intéressant. Mhm. Mis à part ça, alors ça c'est ce qui est le plus connu par rapport à l'utilisation de l'huile de courge, mais on a aussi un effet intéressant sur le cholestérol, donc très très intéressant, et donc diminution du risque cardiovasculaire par conséquent, donc augmentation des HDL, cholestérol, Mhm. diminution du cholestérol total et LDL cholestérol. Tout ça est dû à ce que je disais tout à l'heure au phytostérol également, intéressant, qui améliore la fonction hépatique et donc la production de cholestérol, améliore la régulation de la production de cholestérol et en même temps diminue l'absorption du cholestérol au niveau intestinal. Donc, ça pourrait être intéressant. Et alors, il y a aussi, il y a aussi un autre problème que j'ai oublié de mentionner par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la prostate. On disait que quand Mhm. la prostate gonfle, ça crée des problèmes dans la fonction urinaire. Et en fait, il se trouve que c'est pas juste l'amélioration de la fonction urinaire chez l'homme, c'est pas juste lié à une diminution d'inflammation et de l'hypertrophie de la prostate. C'est propre à la fonction urinaire et rénale directement, Mhm. puisque même dans les cas, par exemple, de ce qu'on appelle l'incontinence urinaire, la vessie hyperactive, par exemple, on peut avoir des intérêts là-dedans, donc des bienfaits de l'huile de courge, Mhm. qui ne sont pas nécessairement directement liés à des problèmes de prostate. Donc ça aussi, c'est intéressant
euh, donc associé avec les bienfaits Mhm. de l'huile de courge. Mis à part ça, qu'est-ce qui reste d'autre? Oui, le vieillissement. Donc, ça a un effet Oui. anti-âge clairement, puisque, et là, on peut parler de la femme, puisque jusque-là, on parlait voilà, Mhm. des problèmes masculins. On a notamment une étude qui montre que ça peut diminuer les symptômes de la ménopause. En tout cas, dans l'étude, on a montré que ça a diminué les symptômes liés à la ménopause chez la femme. Mhm. Et comme c'est un œstromodulateur, alors œstromodulateur ne veut pas dire stimule la production d'œstrogène, hein. C'est un œstromodulateur, et c'est un œstromodulateur par le biais d'un groupe de molécules, là, les polyphénols, qui contiennent Mhm. ce qu'on appelle les lignans. On en avait parlé avant. Eh ben, ces lignans sont des œstromodulateurs, c'est-à-dire que quand il y a trop d'œstrogène, en général, ça diminue l'imprégnation œstrogénique, et quand il y a moins d'œstrogène, ça augmente l'imprégnation œstrogénique. Mhm. Donc, par cet effet-là, euh, voilà, ça explique pourquoi on a l'effet chez la femme, donc la ménopause, les symptômes de la ménopause, et puis l'effet de anti-âge, diminution du vieillissement, alors, chez l'homme comme chez la femme. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de plus en plus de l'utilisation d'huile de courge, même si on a moins de données là-dessus, comparé aux problèmes de prostate, par exemple, problèmes urinaires, mais on commence à parler beaucoup de l'effet de l'huile de courge dans la santé de la peau et la santé Mhm. capillaire en général, soit par prise donc per os, soit en application directe. Donc, diminue les inflammations cutanées, augmente l'hydratation de la peau, Mhm. améliore la régénération des tissus et de la peau surtout. Et donc, ça rentre ici dans la santé capillaire, et aussi en parallèle dans oui, ce qu'on pourrait appeler le santé esthétique et anti-âge aussi. Mhm. Je suis persuadé que si vous vous lavez les cheveux tous les matins avec de l'huile de pépins de courge, ce soit super, enfin, ce sera probablement efficace, mais de là à être très, très beau, je suis pas sûr. Donc, tu nous as parlé de toutes ces qualités, mais est-ce qu'il y a des précautions justement d'usage? Alors, les précautions d'usage, il n'y en a pas beaucoup. C'est relativement sécuritaire Mhm. comme huile, comme aliment, parce que c'est un aliment réellement. Alors, mis à part donc voilà, des allergies qu'on peut avoir par rapport aux graines de courge, donc ça pourrait être, voilà, ça pourrait être une précaution à avoir. Il y a en fait soit des allergies aux graines de courge, soit des allergies à ce qu'on appelle les cucurbitacées, qui sont en fait, c'est la famille à laquelle appartient Mhm. la courge en fait. Voilà. Et mis à part ça, bah, il peut y avoir probablement ce qui est mentionné dans certaines références ou certaines bases de données, donc les interactions médicamenteuses. Oui. Ces interactions médicamenteuses, par exemple avec des diurétiques, puisque parmi les effets d'huile de courge, bah, il y a un certain effet diurétique Mhm. aussi. D'où le rapport ou le lien avec la fonction urinaire, les problèmes de fonction urinaire. Donc, ça peut augmenter l'effet diurétique. Alors, c'est pas Mhm. des interactions majeures ici, hein, mais il faut faire attention avec ça. Donc, il faut toujours, quand on prend des médicaments, il faut toujours, encore une fois, consulter son médecin et demander l'avis à son pharmacien par rapport à des interactions éventuelles, pas uniquement par rapport à l'huile de courge, mais par rapport à tout. Il faut faire attention avec ça. Alors, ça peut avoir aussi une interaction, mais je dirais ici, avec toutes les précautions d'usage, que ça pourrait être une interaction positive. Voilà, il faut faire attention avec ça, mais à mon avis, ça pourrait être une interaction positive avec les anti-hypercholestérolémiants, les hypocholestérolémiants, Mhm. voilà, type statine ou autre, inhibiteur PCSK9 ou autre, donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, il faudrait voir aussi, pareil, encore une fois, tout ce qui concerne les médicaments, il faudrait consulter votre médecin ou prendre conseil auprès de votre Mhm. pharmacien. Mais ça pourrait être bien, ce que moi je sais du moins. Voilà, sinon, bon, bah, comme toute huile, bah, ça contient beaucoup de graisse. Mhm. Et puis, il faudrait à ce moment-là avoir des quantités pas trop excessives. Ouais, Voilà. équilibre. Justement, en parlant de quantité, les quantités journalières recommandées. C'est autour de 10 à 20 millilitres par jour, ce qui est l'équivalent ouais, Mhm. autour de 1 gramme, 500 milligrammes à 1 gramme à peu près. C'est pas des quantités précises, hein, mais on va dire que c'est les quantités moyennes, et ça équivaut à quelque chose autour de 1 à 2 cuillères à soupe Mhm. par jour d'huile de courge. Euh, donc ça peut être bien, et sinon, dans des cas un peu plus compliqués, par exemple
troubles de la fonction urinaire, troubles de la prostate. Là, ça pourrait être des quantités un peu plus élevées, autour par Mhm. exemple de 3 cuillères à soupe par jour. Après, toujours, il faudrait consulter votre médecin ou médecin nutritionniste ou en tout cas le Mhm. professionnel de santé qui vous prend en charge. Il y a pas de recommandation standardisée. Donc, il faudrait, en fonction de votre cas, déterminer la dose, la quantité nécessaire. Alors, tu parles justement, en parlant de quantité, tu parles de nombre de cuillères à soupe. Est-ce qu'on la prend comme ça ou comment est-ce qu'on peut la consommer? Et aussi, est-ce que ça existe en gélule? Oui, oui, ça peut exister en gélule, notamment en Mhm. gélule molle, un peu à l'image des oméga 3 par exemple. Mhm. Ça peut exister en gélule molle. C'est moins intéressant d'utiliser en gélule molle, de préférence d'utiliser en, En huile. en cuillère, d'autant plus que Cuillère, le ouais. goût est pas mal. Mhm. Euh, Ouais, ouais. et voilà, c'est ça, un léger goût de noisette. Mhm. Donc, un très bon goût. Il y aura toujours certains qui vont pas aimer, mais c'est un goût qui est assez intéressant. Et en plus, donc, on peut la consommer directement. Mhm. Donc, cuillère à soupe, prendre l'huile directement. Et sinon, on peut assaisonner avec dans une salade, par exemple, dans un plat quelconque, un plat de céréales, de quinoa, de riz ou Mhm. autre. On peut en mettre. Juste le fait d'utiliser pour assaisonnement, eh ben ça pourrait peut-être diminuer la quantité ingérée, Ouais. puisqu'il va y rester Une toujours, déperdition. soit Ouais. on n'a pas terminé l'assiette, soit il Mhm. restera une quantité qui sera étalée sur l'assiette et tout ça. Alors que quand on en prend directement, ben, on est sûr que la quantité Mhm. qu'il y a dans la cuillère, qu'elle a été ingérée. Voilà. C'est en tout cas consommable des deux manières, dans une salade ou à la cuillère, évidemment. Eh bien, merci pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée, une belle journée. Et salut Amine, à la semaine prochaine. Merci Cédric et à bientôt à la semaine prochaine. Au revoir.